Bienvenue au monde de la course. Tout d'abord, désolé pour le gros délai entre cet épisode et le dernier épisode. Comme je pense que j'avais indiqué dans le dernier épisode, j'ai commencé à travailler en première année dans une école primaire. Et disons que ça prend du temps, c'est pas la même chose en termes de planification qu'en éducation physique. C'est sûr qu'il y a de la planification aussi à faire en tant que prof de gym, mais c'est différent, puis je suis pas encore habitué à ce type de planification. Donc, ça me prend un peu de plus de temps m'adapter. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de temps pour les podcasts. Aussi, vous entendrez sûrement dans ma voix mon nez bouché. J'ai attrapé de quoi, je pense, autour de mercredi ou peut-être un peu avant. Puis ça a vraiment commencé un petit peu jeudi. J'étais un petit peu malade. J'ai regardé ma température et je fais pas de fièvre. Donc, j'ai attrapé de quoi, puis j'étais à peu près sûr que c'est en travaillant en classe, mais au moins, je suis pas mal sûr que c'est pas la COVID, j'ai pas de troubles respiratoires je fais pas de fièvre. Puis de toute façon, je pourrais peut-être aussi avoir la COVID puis ne pas avoir de symptômes du tout de COVID. Puis c'est possible, il y a bien du monde qui sont ici asymptomatiques. C'est quand même, quand tu penses à ça, quand je pense, ouais, je porte mon masque en classe, il y a plein de précautions qui sont prises. Tout ça, en fait, en tout temps à l'école, il faut que j'ai mon masque. Sauf, mettons, quand tout le monde est assis en classe puis que j'ai une bonne distance avec les élèves, là, je peux l'enlever pour enseigner. Mais malgré tout ça, tous les lavages de mains, tout ça, je peux pogner de quoi. Fait que là, j'étais chanceux, c'était pas le COVID, mais ça aurait pu l'être. Mais je pense que ça reflète un peu la réalité que ce qui est un peu ce que j'ai dit depuis longtemps, que c'est sûr, moi je suis pour la réouverture des écoles parce que à un moment donné, les kids ils ont besoin d'un certain niveau d'un contact humain, en tout cas la plupart d'entre eux. Mais je suis aussi pour l'enseignement à distance pour tous ceux qui le souhaitent, pour réduire le nombre d'élèves par classe et pour que ceux qui ont peut-être des parents à risque n'aient pas à aller en classe et puissent faire ça à distance. Parce que peu importe ce qu'on fait, je suis pas mal sûr que tout le monde va se faire contaminer. Surtout là, avec l'hiver qui s'approche. En ce moment, moi, j'ouvre les fenêtres. Mais là, plus il va faire froid, à un moment donné, je pourrai pas garder les fenêtres ouvertes. Donc, on aura encore moins de circulation. Bref, je vais arrêter ce rant les risques d'attraper la COVID en tant que prof en ce moment. Mais disons que je compatis un peu avec tous les autres profs, surtout ceux qui sont plus à risque, disons ceux qui sont peut-être plus âgés ou qui ont d'autres d'autres choses qui pourraient les rendre plus à risque, disons. Euh, je, je compatis avec vous. Maintenant, je vais faire une chose que j'avais oublié à mon dernier épisode, soit de remercier mes Patreons. J'ai réalisé ça. Désolé de vous remercier en retard, mais je tiens quand même ma promesse. Vous avez votre shout-out par mois et les membres Patreon Gold, c'est-à-dire ceux qui donnent 5 piastres ou plus par mois, auront leur deuxième shout-out dans le prochain épisode. Je vais m'assurer de le sortir d'ici la fin du mois de septembre. Donc, ça va me forcer à me botter le cul un petit peu. Tout d'abord, merci à Gabriel Robillard. Merci à Maxime Lopez. Merci à Mathieu Pollard. Merci Rolando Gomez. Merci Frédéric Vien. Merci Vincent Nadeau-Benoît. Et merci Tristan Garcia. Si vous aussi, vous voulez faire partie des Patreons et donc encourager le podcast et d'avoir un petit shout-out par mois ou deux, vous allez sur ma page Patreon du monde de la course, patreon.com/le monde de la course, vous faites un don de 3$ et un sou ou plus par mois. Pourquoi 3$ et un sou? De même, le 1 sou fait la différence pour que j'ai une meilleure cote des revenus. C'est différent. Comment Patreon euh, prend une cote, c'est 3$ versus 3$ et un sou. C'est cela, mais pour l'instant, pour ceux qui étaient déjà à 3$ par mois, je ne vais pas vous enlever vos shout-outs. Et si vous donnez 5$ ou plus par mois, ben vous avez 2 shout-outs par mois. Donc, tout un deal. C'est quasiment aussi bon que la promotion de Subway, que tu as deux subs en ce moment pour le prix d'un. Quasiment aussi bon, sauf que en fait, c'est pas aussi bon parce que sinon, vous auriez juste 2 shout-outs par mois pour le même prix.
Maintenant, moving on, on va maintenant, je vais révéler le gagnant du concours que j'avais fait la semaine passée. Donc, je vérifie que c'était bien, ça avait bien enregistré. Oui, ça devrait être bon. On va croiser les doigts. Donc, la semaine passée, j'avais annoncé un petit concours parce que j'avais reçu une inscription gratuite pour la troisième édition d'Oncours Montréal le 3 octobre 2020. Ça s'en vient très bientôt et qui risque d'être une des seules courses disponibles qui auront lieu. En ce moment, est-ce que ça aura lieu? Je pense que oui, vu que les deux autres ont eu lieu. Mais là, avec la zone orange qui arrive, on va voir. Peut-être que de toute façon, peut-être que cette inscription que vous gagnerez sera reportée l'année suivante ou un prochain événement. Mais bref, en ce moment, je sais qu'avec l'annulation du Petit Train du Nord, auquel on reviendra plus tard, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'inscrire en ce moment. Donc, ça risque de se remplir assez vite, même si c'est pas sûr que ça aura lieu. Et donc, ben, j'annonçais que j'allais faire tirer mon inscription parce que j'étais censé faire le petit train du Nord. Puis, ben, chose promise, chose due. Donc, même si le petit train du Nord n'a pas lieu, puis que là, de toute façon, j'ai un peu perdu la motivation. Puis, avec la maladie ces temps-ci, je pense pas faire de grosses performances. Donc, je donne toujours mon inscription comme promis. Et donc, j'avais dit que je ferais le tirage à 19. Bon, je le fais le 20. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire à l'instant. J'avais dit qu'il fallait partager la publication, puis aimer la page Facebook du Monde de la course et aimer la publication. Malheureusement, j'ai vu que quand je regarde les partages, ben, je sais qu'il y en a 6 qui ont partagé, mais je ne peux pas voir tout le monde parce que certains de leurs profils ne sont pas publics. Donc, ce que j'ai décidé, je vais juste le faire tirer parmi ceux qui ont liké la publication et la page. Donc, j'enlève un des critères, tant mieux si ça en permet à d'autres de l'avoir. Donc, ben là, j'ai regardé tous les noms des personnes qui ont liké et qui likaient déjà la page Le Monde de la course ou qui ont commencé à le liker depuis. Et j'ai fait une petite liste ici avec des numéros de 1 à 6. Et là, j'ai un Random Number Generator de Google. Ça peut donner le même nombre deux fois. Donc, le 5, ça se peut que là, je clique puis que ça soit encore 5. Donc, tant mieux si c'est ça pour la personne numéro 5. Mais sachez que la personne 5 n'est pas lésée là-dedans. Donc, je clique générer. Et ça a donné le 5. Voilà. Pour vous montrer, si je clique encore, là, ça donne le 2. Après ça donne 3. Donc, ça a bien donné 5 deux fois. Donc, le 5, finalement, est le chanceux gagnant. C'est Guillaume Grignon Lemieux. Donc, félicitations à Guillaume Grignon Lemieux. Je vais t'envoyer un message juste après que j'ai fini d'enregistrer ça pour t'envoyer le code pour avoir une inscription gratuite pour l'événement d'Oncours Montréal du 3 octobre. Donc, félicitations Guillaume. Une chance que j'avais vérifié que ça pouvait le faire deux fois. Parce que sinon, j'aurais peut-être cliqué une autre fois, puis là, le pauvre numéro 5, elle l'aurait pas eu. Mais non, j'avais bien vérifié juste avant, croyez-moi. Donc, on va passer au prochain sujet. Tout d'abord, on a le sport-études qui s'est réouvert. Ça fait un petit bout, ça fait peut-être une semaine, mais enfin ça s'est réouvert. Donc, personnellement, j'avais dit que j'étais un petit peu contre ça, que ça soit fermé. J'avais notamment parlé de la petite sortie du Doc Benoît là-dessus. Donc, ben, c'est réouvert, une bonne chose. Je pense que les jeunes ont bien besoin de bouger et de lâcher leur énergie. Je pense que le sport, c'est très bénéfique sur plein d'aspects, beaucoup plus sur l'aspect psychologique. Euh, ben, la psychologie, ça fait aussi partie de la santé, mais la santé en général, mais souvent on associe le sport à la perte de poids. Puis oui, ça peut te faire perdre du poids, mais je pense que c'est surtout les bienfaits psychologiques qui sont majeurs. Et ça fait partie de la santé. La baisse de dépression, baisse de juste meilleur sentiment de bonheur. Donc je pense que les jeunes ont bien besoin de ça, surtout quand tu es jeune. Ça peut être difficile des fois. Tu peux passer des moments existentielles, des petites crises existentielles en adolescence qui sont quand même, c'est quand même rough. Moi, je suis bien content maintenant que je suis un adulte, c'est plus stable.
Je pense qu'ils ont bien besoin du sport pour les aider avec ça, puis aussi pour créer des liens, créer des amitiés. Super important. Donc, bien content que ça soit réouvert, tout en respectant les consignes que tous les sports en ce moment doivent respecter. Et on a le RSEQ, par contre, qui a suspendu toutes ses activités jusqu'à décembre. Donc, j'avais déjà mentionné précédemment que les autres associations, donc on a le AUS pour les maritimes, le OUA, ça c'est pour Ontario environ, puis j'ai oublié l'autre, mais Canada West, je pense, pour tout le reste de l'ouest du Canada, avait déjà annoncé bien des mois auparavant qu'il n'y aurait rien pour la saison d'automne. Finalement, la RSEQ a pris cette décision. Cependant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura pas de cross. Moi, à ce qu'on m'a dit, des informations que j'ai, il va y avoir des cross-country qui auront lieu. Ça ne sera juste pas dans le RSEQ, donc le réseau du sport étudiant québécois, mais ça pourra peut-être avoir lieu. Il est censé avoir des championnats provinciaux de cross-country pour l'instant à Québec. Puis il est censé aussi avoir une compétition, je pense, à Sherbrooke autour du 10 peut-être octobre à voir. Mais c'est les informations que j'ai eues. Donc, il y aura peut-être du cross. Moi, c'est ça que je compte faire. C'est rendu ça mon plan B avec le petit train du Nord annulé. Je voulais aussi revenir, j'avais mentionné un peu l'incohérence, si on voulait. Mais c'est pas vraiment une incohérence parce que c'est deux associations différentes. Parce qu'on avait le Athlétisme Canada qui disait que les mesures de la World Athletics concernant les souliers par exemple les Vaporfly, tous les souliers de plus de 25 mm étaient bannis sur piste. Donc le Canada appliquait ça, mais la FQA de son côté ne l'appliquait pas. On l'avait vu avec tous les coureurs qui portaient des Vaporfly à la dernière compétition de la soirée Rouge et Or numéro 3. J'ai eu une clarification de Félix-Antoine Lapointe, l'entraîneur-chef de la FQA. Donc, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit « Salut François, j'ai vu passer ton podcast et des réflexions en lien avec les chaussures. Message rapide pour dire qu'il y a une volonté à la FQA d'appliquer le règlement et de suivre les directives de World Athletics et Athletics Canada, mais on a jugé que c'était pas réaliste de l'appliquer avec justesse pendant la saison en plein air 2020. Je suis quand même d'accord avec ça, c'est arrivé super dernière minute. Comme j'ai dit personnellement, c'est tellement flou le règlement que quant à moi, il ne devrait pas s'appliquer d'ici la date qu'il devait s'appliquer dans tous les cas, qui est le 1er décembre 2020. Dans le contexte actuel, on préfère attendre des consignes et directives claires, donc ça revient à ça, y attendre que les règlements soient clairs, et se doter de moyens pour bien gérer le dossier. À titre d'exemple, comment on applique ça concrètement sur le terrain lors d'une compétition provinciale? Les officiels doivent valider les chaussures de chaque athlète, regarder la liste de modèles admissibles ou non, mesurer l'épaisseur de la chaussure, ne pas oublier que le 25 cm est standardisé pour une .9, je pense qu'il voulait dire 25 mm. Bref, c'est très rare que World Athletics change une règle pendant une saison, en effet, et dans un dossier aussi complexe, c'est difficile à appliquer du jour au lendemain. Tout à fait d'accord. On va se donner le temps de communiquer à l'ensemble des clubs, athlètes, entraîneurs officiels, la règle et les moyens pour contrôler tout ça sans que ce soit une annonce officielle. J'ose croire qu'on pourra appliquer la réglementation d'ici la saison en salle 2020-2021 en espérant que Athletics Canada et World Athletics nous aident en clarifiant. Je suis tout à fait d'accord. Merci de clarifier la position de la FQA, mais je suis entièrement d'accord. S'il y a un règlement flou, puis qui arrive à dernière minute comme ça, s'il était clair, si au moins il y avait le mérite d'être clair, là je dirais qu'il faut un peu l'appliquer, mais c'est sûr que le fait que ça arrive tellement à dernière minute, c'est un petit peu dur de tout changer. Mais là, avec le flou qui vient avec ce règlement-là, qui est absolument pas clair, et quant à moi, non légal, je crois que ça a tout à fait de l'allure de faire ça. Ensuite, comment est-ce que ça va s'appliquer? Je pense que ça peut se faire de juste connaître les modèles qui sont légaux. Je pense pas que
le 25 mm qui soit standardisé pour une pointure 9. Moi, je pense juste que c'est tel modèle de chaussure sera légal ou pas légal en sachant que c'est ça l'épaisseur. Je pense pas qu'on va commencer à mesurer avec une règle, mais je pense que juste de savoir c'est quoi le modèle, on pourra savoir est-ce qu'il est légal ou pas. Puis par exemple, je sais que les Dragonfly, qui sont la version de piste du Vaporfly, qui respecte les règlements, je pense que c'est autour de 23,5 mm d'épaisseur. Je pense même pas que leur taille la plus grande, leur 12, fasse plus que ça en épaisseur. Je pense qu'ils ont choisi le 23,5 pour que les tailles les plus grandes respectent toujours le 25 mm. Donc, mais je pense que ça va être relativement facile à appliquer quand même. On sait qu'il y a déjà des règlements appliqués en termes des types de pins qui sont utilisés dans les spikes. À quel point est-ce que c'est appliqué, ça dépend vraiment. Je sais qu'aux États-Unis, j'ai déjà fait des compétitions puis ils les regardaient. Euh, Au Québec, ça a été plus rare, mais de toute façon, je pense pas que c'était trop grave. En tout cas, je crois que pour ça, ben, c'est quand même assez facile. Tu regardes sur la start line, tu fais juste regarder les souliers, puis là, s'il y en a un qui a l'air un peu suspect, là, tu peux dire, attends, c'est quoi ce modèle-là, puis tu checkes le modèle. Je pense que ça se fait. Donc c'est ça. Mais en effet, c'est très dernière minute, puis je comprends tout à fait la position de la FQA de ne pas vouloir l'appliquer pour l'instant. Moi non plus, je ne l'appliquerai pas pour l'instant. Maintenant, on va aller regarder. Dans le fond, j'ai pas eu le temps encore de vous parler du 200 000 à l'heure. J'avais enregistré mon podcast quelques jours avant cet événement. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré plein de monde qui était super sympa, bien des amis que j'ai croisés là-bas, aussi rencontré du monde qui me parlait « Hey, j'écoute ton podcast, j'aime ça, c'est super le fun de croiser du monde qui raconte ça. » Donc, c'était super le fun. Il y avait au total, je pense, peut-être 120, 110 personnes. Donc, pas le 200 au complet, mais ça, c'était seulement pour le côté adulte. Enfants, il y en a eu aussi beaucoup. Donc, je vais juste aller regarder la petite recap que Alvaro nous a fait. Dans le fond, vous pouvez aller voir ça. Il a publié ça sur la page aussi du 200 000 à l'heure, la page Facebook. Il avait organisé ça, dans le fond, il dit il a organisé ça il y a 49 jours avant l'événement avec Sébastien Talbot. Puis ils ont lancé les inscriptions à ce moment-là. Ils ont planifié peut-être un petit peu plus tôt. En fait, sûrement un peu plus tôt. Ben, c'est ça, il dit en gros, ils avaient choisi un petit prix, 20$, parce que pour un parcours certifié, mesuré, service de chronométrage, médaille. Puis donc, il essayait pas trop de faire des gros profits avec ça. Puis il fallait quand même qu'il y ait un minimum d'inscrits pour quand même rentrer dans ses coûts avec ça. Ben, au final, je pense qu'il dit on a eu juste assez pour se payer un souper. Parce que finalement, j'ai l'impression que le mile, je pense que le problème c'était le mile. Je pense qu'il y a juste, il y a beaucoup de monde qui veulent juste courir des 5, des 10. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas se déplacer pour un mile aussi, je le comprends. Tu sais, j'ai un ami, c'est ça, il est comme, ben là, je vais pas faire 1h30 pour aller courir un petit mile, ça je le comprends très bien. Puis c'est ça, j'ai l'impression pour beaucoup de monde, c'est comme un peu cette distance-là, ils savaient pas trop, ils sont pas habitués, puis ils se disent ah ça vaut pas la peine juste pour un mile. C'est correct de même. J'ai l'impression que c'est ça. Les mondes aiment un peu faire de quoi qu'ils sont un petit peu plus habitués, puis quelque chose qui peuvent un peu plus brag. Tu dis ah j'ai fait un mile. Les gens vont pas t'en brag, même si tu dis un temps, les gens n'auront aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Il y a un petit peu de ça. Souvent, les gens ils veulent avoir dit ah, j'ai couru un 5 ou j'ai couru un 10. Donc, je pense que c'est un peu ça la raison pourquoi ça s'est pas rempli au complet, qu'il n'y a pas eu les 200 au complet. J'étais à peu près sûr que si c'était un 5, ça aurait été plein, plein, plein. Parce que les gens savent qu'Alvaro est capable d'organiser des bons événements. Et que c'était un des seuls qui avait lieu, à part peut-être Concours Montréal, dans la région de Montréal, dans ces temps-là.
Mais bref, moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça. C'est souffrant, mais tu souffres pas trop longtemps. Euh, et donc, euh, et donc, on va descendre un petit peu pour voir, pour parler des performances. Ben, tout d'abord, il a mentionné ben, le podium pour les femmes. On a Megui Dargy qui l'a remporté en 5,8,5. Elisabeth Mokruza qui l'a remporté qui a terminé deuxième en 5,29. Et finalement, Véronique Boire en 5,31,8. J'étais quand même un peu surpris. Moi, je pensais que Véronique Boire allait gagner. Même, je me souviens, j'ai donné un lift à Maggie pour se rendre. Puis elle m'avait dit, ouais, je suis pas tant en shape. Je suis pas mal sûr que Véronique va l'avoir. Véronique qui a notamment battu, je le dis toujours ça, mais elle a battu Anne-Marie Comeau, qui est très forte sur 5000 mètres. Je pense que c'était un nouveau défi. Peut-être qu'elle est moins habituée au, euh, aux 1500 mètres, aux distances plus courtes. Ça a été une course un peu plus dure pour elle. Je lui ai demandé à la fin brièvement, puis elle m'a dit ouais, c'était pas ma course. Mais bon, c'est quand même une expérience d'apprentissage. C'est très difficile le mile parce que ça part, puis il faut vraiment que tu ailles à la bonne pace, il faut vraiment que tu ailles assez vite, puis c'est dur de savoir si tu vas assez vite, encore plus sur la route, je trouve. Au moins sur la piste, tu peux savoir à 200 mètres, ok, là, je vais vraiment trop lent, puis accélérer. Sur route, tu peux pas tant. Tu peux voir à peu près ta pace, mais c'est pas si précis que ça. Puis anyway, tu devrais pas regarder ta montre tant souvent sur la route. Je sais que sur piste, là, je dis que tu devrais regarder, peut-être un peu. Mais en tout cas, sur piste, c'est une autre affaire. C'est plus facile d'aller vite sur piste. Tandis que sur route, c'est pas la même game. C'est dur. On n'est pas habitué d'aller super vite. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est très. Ça prend de la pratique, ça prend un peu de stratégie. C'est pas juste une question de force et d'endurance, le mile sur route. Donc, ben, félicitations quand même aux trois premières qui se sont méritées des bourses de 200, 100 et 50, je crois bien. Euh, et ensuite, on avait les meilleurs kicks. Donc, le meilleur kick pour le dernier 109 mètres. Donc, parce qu'il y avait un tapis à 1500 mètres et un tapis à 1109 mètres. Donc, comme ça, on pouvait savoir notre temps aussi à 1500 mètres. Le meilleur kick, on a eu Joel White qui a eu le meilleur kick chez les femmes en 20,2 secondes. Maggie Dargy a eu le deuxième meilleur en 21,3 et Elisabeth Mokruza en 22,07. Ensuite, on va regarder chez les hommes. Chez les hommes, j'ai réussi à le remporter, mais c'était quand même très serré. Je veux dire, j'étais très stressé cette course-là parce que je suis habitué qu'une course, je peux voir où sont mes opposants. Puis s'il faut que je donne un peu plus pour bien kicker puis bien gagner ça, je suis capable d'aller puiser cette énergie. Mais là, il n'y avait aucune idée de savoir vraiment. Il fallait juste que je donne mon max jusqu'à la fin. Et c'est pas mal ça que j'ai fait. C'est sûr, à la fin, je me sentais que j'aurais pu donner mieux, un peu plus. Mais en même temps, ça a l'air que pour un mile, c'est un peu. Des fois, quand tu cours une bonne course, c'est un peu comme ça que tu dois te sentir aussi. De tout ça, je suis satisfait. J'étais là pour l'emporter et je l'ai emporté en 4,21. Ensuite, deuxième, on a eu Charles-Antoine Poulain, 4,23,2. Et troisième, Simon Picard, 4,35,8. Quand même une grosse différence entre le top 2 puis après ça, troisième position, une différence de 12 secondes. Je pense que ça souligne un peu la forte performance de Charles-Antoine Poulain. Si on regarde l'année passée au 1000 Agile, moi j'avais fait 4,27. Et ça m'avait donné deuxième place. Puis Jérémy Briand avait fait peut-être même pas une seconde plus vite. Donc peut-être 4,26. C'est quand même des bonnes performances. C'est sûr que là, on n'avait pas de 180 degrés à faire. Et on avait un bon petit vent d'eau quand même. Pas énorme, mais un petit vent d'eau tout de même tout le long. Donc, je pense que ça a aidé un petit peu les performances. Mais somme toute, des bonnes performances. Puis, ouais, j'étais quand même stressé. Là, à la fin, je me souviens, j'ai passé. Puis là, j'ai dit, ça me donne 4,22. Puis lui, il m'a dit, j'ai demandé à Charles-Antoine, il m'a dit 4,25. Donc là, j'étais content parce que j'étais à peu près sûr. J'avais vu
Simon Picard était plus loin, il était deuxième, mais il était très proche de Charles-Antoine. Charles-Antoine l'avait beaucoup rattrapé. Donc, je me suis dit, c'est probablement le Charles-Antoine qui me donnera le plus de fil à retordre, qui sera le plus près de moi. Et je l'avais de peu. Mais donc, quand même, 2 secondes. Je suis content d'avoir poussé jusqu'à la fin. À la fin, je me suis dit, hey, il faut que je pousse jusqu'à la fin. Je ne vais pas prendre de chance. Et comme de fait, ça a payé. Ben, sinon, ça aurait pu me coûter 100$. Parce que ouais, je pense que c'était bien 200, 100 puis 50 pour les bourses. Première bourse de 2020, donc très content de ramasser un peu de cagnotte. Euh, et ouais, ici maintenant on regarde les kicks. C'est drôle quand même, les kicks. Les kicks, j'avais quand même le deuxième, pas super. Mais le premier est de loin plus fort. On a Paul Françoise qui a fait 16,75 versus moi j'ai fait 18,05. Donc il m'a complètement outkick. Une chance qu'il était pas proche de moi. En troisième, Laurent Chouinard, 18,25. Puis quand même, on a Alan Miller qui est, je pense qu'il a au moins 40 ans, autour de ça, qui a fait 18,46. Donc tout un kick quand même. Je pense même qu'il y a 45, peut-être autour de 45, 40-45, disons. Je ne vais pas l'insulter non plus, mais tout un kick pour son âge. On s'attend à ce que ce soit les plus jeunes qui aient tous des kicks, mais lui, très fort kick. Euh, Puis aussi Liz Macruza, Elisabeth Macruza qui a terminé deuxième. Je pense qu'elle est autour de 35 peut-être, je suis pas sûr exactement. Mais quand même tout un kick, toute une performance d'elle aussi sur un mile qui est une distance d'habitude plus forte chez les jeunes. Puis finalement, c'est pas tant ça. C'est les vieux qui ont foutu une raclée aux jeunes. Puis Charles-Antoine Poulain avec le cinquième meilleur kick, 18,69. Alvaro juste derrière lui. Donc, on a aussi eu un record de Marcel Jobin. J'ai eu le plaisir de le croiser pendant que je faisais mon cool down. Super sympathique bonhomme qui il a amélioré son record canadien de mile en marche. Il a fait 9,24,43, puis avant c'était 9,25, donc tout juste, tout flush, une demi-seconde, il l'a eu. Puis aussi au 1500 mètres, il a fait 8,47,42, puis avant c'était 8,48, donc deux records en un coup, puis par 0,5 secondes. Donc il y a le métronome, il a eu juste assez parfaitement réussi. Donc, c'est cela qui couvre l'événement. En gros, j'ai eu bien du plaisir. C'était vraiment le fun. Je suis un peu triste que Alvaro n'ait pas pu faire un peu plus de cash de ça, étant donné que je sais tout le temps qu'il a mis là-dessus. Mais bon, c'est pas mal triste. Puis on se retournera là-dessus après avec toutes les annulations d'événements. C'est pas mal frustrant, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut. Ensuite, il y en a peut-être qui ont vu, ceux qui suivent la page Facebook du monde de la course, j'ai partagé une offre sur une montre, la Garmin 35, parce que moi, ma montre était rendue buggy, puis elle se chargeait plus bien. Moi, j'avais une 235. Eh bien, je l'ai maintenant et je suis très satisfait. Donc, franchement, j'aime la taille, j'aime la légèreté. Ça va tout juste, c'est ultra léger, beaucoup plus que l'autre. Ça tient bien. Euh, donc, somme toute, très satisfait. Je vais montrer pour ceux qui regardent en vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Puis là, si on compare à l'ancienne, la Forerunner 235, qui est un modèle plus avancé et plus cher. Mais franchement, si vous êtes capable de vivre sans toute la customization que vous pouvez faire avec la 235, comme d'avoir une photo de chat en background, puis d'avoir 4 écrans plutôt que 3 quand vous faites du sport, ça c'est vraiment une des plus grosses pertes, je dirais. Mais somme toute, je suis quand même très satisfait. Ça m'a coûté 118 plus taxes pour la 35. Puis elle fonctionne assez bien. Il y a eu un petit bug que la distance se mettait en kilomètres, mais la pace était en minutes par mile. Mais j'ai réussi à régler ça en gossant un peu, puis en cliquant, en faisant syncer à partir de la montre.
Donc, si jamais vous avez ce problème-là, si vous aussi vous l'avez acheté, vous avez profité de l'offre et que vous l'avez acheté, essayez de faire ça. Essayez de syncer dans Garmin Connect sur votre cellulaire, mais aussi de cliquer Sync Now dans la montre. Et ça devrait fonctionner. Euh, ouais, j'aime beaucoup jusqu'à présent. C'est ça, il n'y a pas le GLONASS, il n'y a pas plein d'affaires fancy, mais elle va très vite parce que le système est très de base. Si je clique là, tout de suite, boum, ça apparaît. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas plein d'options, mais très efficace parce que le système est très minime. C'est une petite affaire le plus simple possible, bare bones. Moi, j'aime bien ça. T'as le heart rate qui vient avec. Fait que j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc, somme toute satisfait. Je garde quand même mon autre. Là, j'ai réussi. Je pense que le problème était aussi avec le chargeur. Le chargeur, j'ai essayé de l'utiliser sur la nouvelle puis il ne fonctionnait pas. Donc, c'est peut-être aussi un problème de chargeur. Mais en même temps, je voulais une nouvelle d'un pour avoir un backup. De deux, parce que j'aime la légèreté. Puis de 3, je pense qu'elle était quand même un petit peu rendue buggy, ma 2.35. Il y a un moment donné, j'ai couru à 5 heures, puis ça avait dit que j'avais couru à 10 heures du matin. Ouais, je la garderai quand même ma vieille en backup, mais pour l'instant, je suis rendu avec la 35 et j'aime bien cela. Donc, maintenant, j'avais Tristan Garcia, un auditeur du monde de la course, qui m'a partagé cet article dans lequel on parle de Sondre Moen, celui qui a un peu parti le débat sur qui a été la première victime du règlement de la World Athletics qui bannissait les Vaporfly, toutes les chaussures de plus de 25 mm d'épaisseur sur la piste. Eh bien, il a décidé de sortir d'un meet de la Diamond League auquel il devait participer il y a environ une ou deux semaines, à cause du nouveau règlement. Il dit qu'il ne pouvait pas compétitionner en sécurité avec un soulier qui avait seulement 25 mm d'épaisseur. Il dit I'm not sure, je ne sais pas si je pourrais. I would be any of those things if I raced in Brussels because I'd have to race on the track for something like a half marathon and hopefully a bit further in shoes which only have 25 millimeters of cushioning. To be honest, I've decided I just can't do that as I feel pain in my feet after only a few kilometers in such shoes. Donc il dit en gros avec des souliers de moins de 25 mm d'épaisseur, il sent de la douleur, donc il peut pas le faire. Je sais pas, j'ai jamais fait de demi-marathon sur piste, personnellement. Personnellement, j'ai déjà été adepte de faire de la piste des 10 000 mètres en souliers de racers de route, bien avant que ça soit la mode. Je le faisais avant, j'étais un hipster des souliers de route sur la piste. Juste parce qu'en effet, un 10 000 mètres en spikes, c'est pénible. Je sais pas avec moi, je faisais ça dans le temps, souvent avec des Matumbo, qui sont quand même très légers puis très petits. Puis c'est bien pour de la vitesse, mais à un moment donné, pour un 10 000 mètres, tu commences à le sentir. Je pense que je les utilise pas plus que pour un 5 000. Puis maintenant, j'ai des spikes de Skechers pour mes 5 000, donc j'utilise ceux-là. Mais c'est ça, je sais pas, pour un demi-marathon, en effet, ça serait pénible en spike, mais je sais pas le Dragonfly de Nike à quel point le 25 mm donne de la protection. Peut-être pas assez pour lui, pour son goût, mais tout le monde a les mêmes règlements, tout le monde fait face à ce règlement-là, donc il n'est pas le seul. C'est son droit de pull-out, mais anyway, je suis contre le règlement à la base juste parce qu'il a été mal formulé. Après ça, s'ils veulent décider de mettre des règlements sur la piste, que tu n'as pas le droit d'une telle épaisseur, peut-être, je sais pas, j'ai pas étudié toute la science de ça, à quel point ça donne un avantage d'avoir des souliers ultra rebondissants sur de la piste qui est déjà rebondissante.
Mais si ça lui tente pas, ben, il peut le faire sur la route. Puis là, c'est sûr, je dis ça, puis tous les demi-marathons de route sont pas mal cancellés. Donc, c'est sûr qu'il est un peu pris. Il peut plus tant faire ses demi-marathons sur la route vu qu'il y en a très peu qui ont lieu. Donc, il est un peu pris sur la piste, mais lui, ben, il est pas chanceux parce il est un petit peu fragile. Puis, ben, 25 mm de cushioning, c'est pas assez. Mais quand même, je dirais personnellement, euh, faudrait que je vérifie mes Skechers Speed Elite. Je sais pas s'ils font plus ou moins que 25 mm. Je pense qu'ils sont un petit peu moins que 25 mm. Puis ensuite, les Speed 6, je suis à peu près sûr que c'est moins que 25 mm. Qui sont des bons souliers de route que j'utilise sur 5K, 10K. Le Speed 6, j'ai décidé maintenant, je pense que j'utiliserai seulement pour 5K et moins. Puis le Speed Elite, j'utiliserai pour 10K jusqu'à marathon. Euh, mais en tout cas, le Speed Elite, je suis pas mal sûr qu'il est je suis pas mal sûr qu'il est en bas de 25 mm, sinon très près. Puis moi, j'utiliserais ça, j'utilise ça pour des marathons déjà, donc pour un demi-marathon, j'utiliserais. Alors, ben, je vois pas pourquoi il l'utiliserait pas pour un demi-marathon sur piste. Puis s'il n'est pas capable de faire ça, ben, à un moment donné, faut que tu choisisses. Il y a des règlements qui ont été mis en place pour un moment donné éviter qu'on se retrouve avec des trampolines sur les pieds. Puis, c'est dur d'être d'un côté. Je sais pas si je suis pour ou contre ça, mais à un moment donné, c'était rendu abusif. Tout le monde était rendu en Alpha Fly. C'est un petit peu. C'est rendu un peu gossant. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une réglementation à un certain niveau. On veut pas que ça vire comme le vélo, que là, c'est la richesse a un gros impact sur les performances. Si tu es assez riche pour avoir un bon vélo, mais tu vas mieux performer. Euh, Ça, puis en triathlon. Donc, je suis quand même pour une certaine réglementation. Euh, Puis, si c'est ça le règlement, ben c'est ça le règlement. Euh, Ensuite, ben, j'ai euh, Gabriel Robillard, un autre auditeur du podcast qui mentionne, il m'a mentionné 3 points. Il y en a aussi un autre que je vais mentionner après. Entre autres, qu'il y avait la classique Salomon du Mont-Tremblant qui a annoncé la tenue de son événement au mois d'octobre. Donc, on va avoir un trail, un concept COVID. Les participants auront entre 7h30 et 15h pour aller courir le parcours. Il y a ça. Si les amateurs de trail, vous aurez une course en sentier. Je sais qu'Aricana aussi permettait de juste venir puis le faire quand vous voulez. Et celui-là, la classique de Mont-Tremblant, mais ils ont décidé de le faire que vous aurez entre telle heure et telle heure. Personnellement, j'aime bien ça. Si j'étais un coureur de sentier, c'est clair que j'irais faire ça, vu qu'il n'y a à peu près rien d'autre à faire de toute façon. Si vous êtes des amateurs de course en sentier, regardez ça, la classique Salomon de Mont-Tremblant. Puis on a aussi, oui, l'autre chose, Abdul Aziz Kimba Jado. Il avait notamment terminé troisième au marathon de Montréal en 2015. On l'a un peu moins revu ces temps-ci. Mais là, il a recommencé la course à pied après un arrêt et il invite les gens individuellement à venir courir une distance de 21 km avec lui chaque jour pendant 60 jours. Puis il va s'adapter à votre vitesse et même il se déplace, je pense qu'il avait dit qu'il se déplaçait à un rayon de 40 km ou quelque chose du genre. Donc si vous êtes à Montréal, sûrement qu'il est prêt à se déplacer pour venir courir avec vous. J'ai réfléchi, je pense que ça serait cool de le faire venir à la Chine puis de faire un petit podcast avec lui. Donc je vais lui shooter un message très bientôt parce que ça serait intéressant de voir ce qui se passe avec lui. C'est quand même un personnage, je me souviens, je l'avais croisé quand j'allais c'était à la banquise à un moment donné, je l'ai croisé là, puis il travaillait là. C'est fou les shifts qu'il fait. Fait que c'est une chose qui est dure, c'est la course. Quand tu te mets à travailler temps plein, ou même peut-être plus que temps plein dans son cas, c'est dur de s'entraîner, c'est dur de récupérer, c'est dur après ça d'aller faire des performances. Je le vois très clairement en ce moment, euh, maintenant l'année passée que j'ai couru, que je travaillais quand même à 80%, et cette année, que là maintenant je suis rendu à 100%, ça taxe le corps, ça taxe le mental.
Puis il y a tellement de choses qui viennent avec ça, toute la planification, que c'est vraiment dur d'avoir juste l'énergie mentale pour faire les entraînements. Je suis tellement moins constant dans la réalisation de mes entraînements pour X raisons. J'ai rencontre de parents ce soir-là, je peux pas venir au workout. Je tombe malade parce que les enfants, c'est des machines à gerbes, qu'on le veuille ou non. Ils sont bien gentils, mais ils sont sales juste parce que c'est des enfants. Euh, donc, tout ça, ça fait que ça rend très difficile d'avoir la constance en entraînement. Puis la constance, je pense, c'est un des facteurs les plus importants. On essaie souvent de s'imaginer de changer un changement de coach ou un changement révolutionnaire de type d'entraînement, d'utiliser une nouvelle technique va peut-être nous aider à débloquer. Alors que souvent, ben, si on est déjà inconstant à base, donc si on était juste capable d'être constant, peut-être c'est ça qui ferait une différence. Donc, ouais, c'est quelque chose. Donc, ça serait intéressant de voir un peu son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années avec lui? On ne l'a pas vu dans des courses depuis quelques années. Donc, de voir où est-ce qu'il en est. Puis, qu'est-ce qui vient dans le futur pour lui. Je vais voir ça. Je vais lui envoyer un petit message. Aussi, il y avait, j'avais oublié de mentionner, Charles-Antoine Poulain qui fait comme un duo père-fils avec son père. Ils vont à plein de courses ensemble. Alvaro m'avait parlé d'eux. Là, c'était ma première fois que je les avais rencontrés à l'événement d'Alvaro. Mais je pense que ce serait très cool aussi de les avoir pour voir la dynamique père-fils, de voir est-ce que est-ce qu'il fait ça à cause de son père? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est pleinement le type de motivation qui le pousse à faire ça? Moi, je sais que c'est quand même un petit peu à cause de mon père quand même. Mon père n'était pas du tout une star de la course. Il faisait des marathons autour de 4 heures. Euh, Puis souvent, je cite jamais ça comme raison pour laquelle j'ai commencé à courir. Mais au final, ça a dû quand même avoir une petite influence. C'est sûr, au secondaire, quand je voulais me préparer pour la grande course de la fin d'année, je m'étais quand même pratiqué un petit peu. J'avais un petit peu jogué avec lui, des petits 30 minutes avec des 5 minutes puis une minute de pause. J'avais fait ça, donc c'est sûr que ça a aidé quand même. C'est ça, je pense, ça a quand même eu une petite influence. Donc, ça va être intéressant de regarder ça un peu, regarder les motivations. Donc, j'ai lancé l'invitation, puis on va voir si ça pourra avoir lieu. Évidemment, les temps deviennent plus froids, donc je vais peut-être switcher à faire ça en ligne. On va voir, ça va dépendre de comment la température nous traite. Euh, je préfère beaucoup ça de loin, faire ça en personne, parce qu'on a c'est beaucoup plus facile de communiquer, puis moi, il va pas falloir que je, que je deal avec l'audio dégueulasse avec Skype ou Zoom. Mais je pense que je vais devoir m'y résigner de toute façon avec l'hiver qui approche, parce que je pourrais pas vraiment faire les entrevues à l'intérieur en respectant des consignes sanitaires. Parce que je pense pas que c'est dans les consignes sanitaires d'inviter du monde chez toi à l'intérieur sans masque. Donc, à vérifier, mais donc je pense pas que je ferai ça. Je pense que je risque de devoir m'y résoudre de toute façon. Peut-être qu'on fera ça avec Zoom, qui sait. À voir, à suivre. Je vais voir quand j'aurai un peu le temps de me mettre à ça. Maintenant, on est rendu au point des cancellations. Euh, Tout se fait canceller. C'est triste, pas mal. Puis aussi, juste pour revenir au dernier point avant de finir, si vous voulez courir avec Abdul, allez sur sa page Facebook. Donc, c'est recherchez là sur Facebook Abdul Aziz Kimbajado. Puis vous pourrez voir sa publication. Je pense que son profil est public. Sinon, aidez-le comme ami et vous pourrez lui parler. Donc, tout d'abord, on a eu le 10 km de l'Université Laval qui a été cancellé. J'avais dit hey, ça va avoir lieu, ça va avoir lieu. J'étais pas mal sûr que ça aurait lieu. Et finalement, ça a été cancellé. De toute façon, je n'avais pas planifié de le faire. Je suis content de ne pas avoir planifié de le faire, sinon ça m'aurait fait un petit peu chier d'avoir tout fait mes plans.
pour ça, puis là, finalement, que c'est cancellé. Je pense que ça a été fait, je pense que ça avait été annoncé quelque chose comme le jeudi ou le mercredi avant, puis ça avait lieu le samedi. Donc, très dernière minute, mais ils ont été forcés par l'université de ce que j'ai entendu, puis je suis à peu près sûr que c'est vrai. Donc, c'est pas les organisateurs qui voulaient le canceller, mais c'est l'université qui voulait juste pas prendre de chance, rester clean, euh, puis ils voulaient pas se mêler à ça. Donc, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il y avait la chasse au record du 5 km qui devait avoir lieu, qui a quand même été maintenue, mais pour les élites. Donc, on avait Charles Philibert Thibouteau, puis Jean-Simon Desgagnés avec deux lapins qui se sont essayés. Et ça a passé très proche. J'ai regardé le live stream, pas en live, mais par la suite. Puis c'est drôle, le live stream m'a planté au milieu, puis je compatis avec eux. Les joies du live, c'est pénible. C'est pas vraiment des joies, c'est des souffrances. Et donc, finalement, ils ont réussi à le mettre par la suite, après le vidéo de la fin. Finalement, vers la fin, moi je pensais que Charles Philibert Thibauteau avait des meilleures chances vu que son PB est autour de 13,30 sur 5000 mètres sur piste. Puis on a Jean-Simon Desgagnés qui lui est autour de 13,50, je crois. Euh, Finalement, ça s'est terminé à 13,58 pour Jean-Simon. Vers la fin, il s'est vraiment. Tout le long, il avait l'air de rusher un peu puis de s'accrocher à Charles. Finalement, vers la fin, dans le dernier kilomètre, peut-être, là, il a commencé à donner un coup. Puis Charles, on voyait qu'il souffrait vraiment. C'était pénible. Puis il a comme un peu give up, je pense, quand il a vu qu'il se faisait complètement clencher puis qu'il n'aurait pas le record. Fait que la fin, il a sûrement quasiment jogué pour finir en 14,08. Puis Jean-Simon qui a fait 13,58, donc très proche du record, mais manqué de 3 secondes. C'était fou. Il y avait quand même beaucoup de hype médiatique. C'est le fun de voir ça comme pour un événement de course sur route qui d'habitude n'a absolument très peu de hype, à part pour le marathon de Montréal. Donc, ils savent comment promouvoir ça à Québec, du moins. Euh, mais c'est ça, malheureusement raté de quelques secondes. Puis c'était fou, si vous regardez la vidéo de la deuxième portion, quand finalement il franchit la file d'arrivée, c'est fou. Après, il y a comme juste un silence. Puis c'est lourd, t'entends juste lui qui respire. S'il l'avait eu, là, ça aurait été comme un gros ah! Puis c'était fou, t'entendais juste un peu les caméras. Puis là, tu vois, là, il est à terre. Puis là, t'as Charles qui arrive. Puis là, t'as une coupe de Hey, good job. Mais c'était fou. Je pense que tout le monde pensait qu'il l'aurait. Étant donné que leur PB sur piste disait qu'il devrait l'avoir. Mais il y a la réalité des courses sur route, que sur route, ça va pas aussi vite que sur piste. Puis ben, ça a frappé quand même dur. Et donc, finalement, ça a été manqué de très peu. Ils vont se réessayer peut-être un autre moment. C'est sûr qu'on les voit rarement sur la route. Ils sont plus habitués d'être sur la piste. Charles sur des 1500, puis Jean-Simon sur du 3000 steeple ou du 5000. Mais on va peut-être les revoir peut-être en hiver sur piste intérieure. Euh, mais bon, sur route, 5 km, je ne sais pas s'ils vont s'y remettre de sitôt. Euh, Surtout avec toutes les courses sur route qui sont annulées ces temps-ci. Mais tout de même des solides performances. Je serais très content si j'étais juste capable de faire du 14-8 sur route. Donc, très solide, euh, très proche, mais malheureusement raté de très peu. Ensuite, je voulais revenir à une autre affaire de la semaine passée. J'avais parlé de Johan Rock qui avait réussi son défi, puis j'avais dit, selon moi, c'est très, c'est très mental, le ultra, beaucoup plus mental que physique. Et comme de fait, il a répondu dans le dernier épisode que j'ai sorti, je crois, ou l'avant-dernier. Il dit merci pour la mention, François, et commentaire très juste sur l'ultra et le mental. Donc, on a la confirmation de Johan
que c'est très mental. C'est pas... oui, le corps, physiquement, c'est dur, mais qu'à un moment donné, ça devient une affaire un peu de transcendance, qu'il faut juste pousser et être capable de se surpasser. Donc, c'est... c'est quelque chose de l'ultra. Je pense pas que je vais me lancer là-dedans de si peu, mais peut-être qu'à un moment donné, quand je serai vraiment rendu tanné de la route, ce qui s'en vient quand même avec toutes les annulations de course, peut-être que je m'y mettrai. Mais en tout cas, encore chapeau pour sa performance de 1135 km en 15 jours entre Percé et Montréal. Et justement, on a la clinique du coureur a publié une petite photo que j'ai beaucoup aimée, qui était 12 mythes à démolir sur la course à pied. Il revenait dans le fond sur la performance de Johan Rock et c'est Johan qui donne 12 mythes à démolir. Puis on a aussi là-dedans Blaise Dubois, Simon Benoît et Jean-François Harvey qui ont aidé à la rédaction du texte. Donc je vais les lire pour vous, parce que je trouve que c'est c'est quand même du bon, des bons petits conseils, un peu des bons mythes à défaire, parce que c'est pas, c'est pas mal vrai ce qui est dit, que ces choses-là sont fausses. Donc on va y aller premier. Je suis trop jeune. Ça dit pour les jeunes, la course, comme toute autre activité physique, devrait être un jeu plutôt qu'un sport. L'objectif est de leur inculquer le plaisir d'être actif, tout simplement. La course doit donc être encouragée sans sombrer dans la spécialisation précoce. Donc, tout à fait, je pense pas qu'il y a un âge trop jeune pour faire de la course, mais évidemment, on veut pas tomber dans de la spécialisation extrême, comme on voit souvent au hockey ou d'autres, de certains autres sports. Si on tombe dans la spécialisation, peut-être que certains d'entre eux vont devenir des super athlètes. Peut-être que certains d'entre eux vont aussi haïr ça, même plus que certains. La plupart vont juste haïr le sport puis ne voudront plus en faire. Je suis trop vieux, tout à fait. Il y a pas d'âge vraiment pour commencer à courir. On pense à Lanny Marchand qui a commencé assez tard puis qui était une top marathonienne dans les dernières années. Puis il y en a plein d'autres. Il y a trop d'exemples de coureurs très âgés qui pourtant âgés ou très âgés qui font des performances superbes. Donc non, vous êtes jamais trop vieux pour courir. Je suis trop lourd. Encore une fois, c'est sûr, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui fait 400 livres de faire un marathon. Non. Mais quelqu'un qui fait 400 livres pourrait faire un 5 km à son rythme, alterner marche et course. Puis ça aidera peut-être à perdre un peu de poids, mais c'est surtout, je pense pas. Peut-être 400 livres, ça devient rough faire de la course, évidemment. Peut-être que c'est mieux de commencer avec peut-être de la marche rapide, mais il n'y a pas vraiment de poids qu'il faut avoir pour pouvoir courir. Comme ça dit, vous pouvez alterner course et marche. Donc, c'est un autre mythe. Je vais abîmer mes genoux. C'est probablement le mythe le plus résistant, alors que la littérature scientifique indique tout le contraire. Si votre pratique respecte une progression raisonnée et constante, le corps s'adaptera aux impacts en développant des cartilages plus épais que dans des personnes sédentaires. En bref, la course renforcera vos genoux. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui font de la course qui ont des problèmes de genoux, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu n'écoutes pas ton corps et que tu veux en faire plein, c'est sûr que tu vas en trop pour toi, tu vas en développer des problèmes de genoux. Si tu es capable d'être limité après ça, quand tu commences à faire des problèmes, vraiment, pas abuser, puis limiter ça, puis écouter ton corps, je pense que, ils disent eux-mêmes, la littérature scientifique montre que ça va aider, en fait, les genoux. Probablement, si vous avez des problèmes de genoux, c'est que vous aviez des problèmes de genoux. C'est pas nécessairement. Peut-être la course, si vous en avez fait abusivement, ça l'a empiré. Mais si vous en faites raisonnablement, ça va probablement aider votre problème, réduire le problème en les renforçant. Quand tu fais un impact à quelque chose, si tu le brises pas, tu le renforces. Donc, ensuite, 5, je vais faire de l'arthrose. Dans la continuité du mythe précédent, l'adaptation du corps au stress causé par l'exercice se traduit par un renforcement des zones sollicitées, comme je l'indiquais. Comme l'arthrose est causée par l'usure des cartilages, la course pratiquée avec modération vous protégera au contraire contre cette dégénérescence. Je dois boire beaucoup. Courir donne très chaud et transpirer est tout à fait normal dans ce cas. Or, il est plus efficace de vous asperger d'eau et de boire selon votre soif pour éviter les coups de chaleur. Tout à fait vrai, ça j'ai déjà mentionné dans les podcasts. Il y a des études qui montrent que si tu t'asperges d'eau sur la tête,
tu vas plus baisser ta température que si tu la bois. Ça semble totalement contre-intuitif, mais les études le montrent que c'est le cas. À l'inverse, suivre aveuglément un plan d'hydratation peut mener, dans des cas extrêmes, à l'hyponatrémie, c'est-à-dire une intoxication à l'eau potentiellement mortelle. On a eu certains cas, c'est très rare ça aussi, l'hyponatrémie, mais si tu es vraiment trop stické puis que tu abuses, puis tu bois vraiment trop d'eau, puis tu n'écoutes pas ton corps, tu peux souffrir de ça, puis tu peux en mourir. Donc en gros, c'est écouter votre corps. Buvez quand vous avez soif. Je dois consommer des gels. Les gels sont conçus pour fournir des sucres à l'organisme et pour alimenter l'effort musculaire intense et longue durée. Si vos courses sont effectuées à allure modérée, qu'elles ne durent pas plus de 90 minutes, vos réserves naturelles en glycogène suffiront amplement. Comme de fait, si vous faites 90 minutes au moins, tu n'as pas besoin de gel. Peut-être pour un demi, je prendrais peut-être un gel avant de courir un demi, juste pour avoir un petit peu d'extra. J'en prendrai pas pendant par contre. Si vous faites votre demi en 2 heures, peut-être en prendre un. That's it. Après ça, pour un marathon, ça oui, ça c'est recommandé. Mais pour la plupart de vos runs, de vos easy runs, vous n'avez pas besoin. Peut-être, si tu veux te pratiquer à tolérer les gels et à les absorber, fine. Mais virez pas fou si vous avez oublié votre gel, puis là, vous faites ah non, il faut que j'aille retourner le chercher, sinon ça va pas bien aller. Non, votre corps est capable. Je dois consommer des boissons sportives. Mettons dans un marathon, oui, j'en prendrais parce que vous avez besoin de garder quand même un certain niveau d'électrolytes. Mais dans les entraînements, la plupart des entraînements, encore une fois, si c'est pas super long, vous n'avez pas besoin. Je vais lire ce qu'ils ont écrit aussi. L'idée derrière ces boissons est que leurs électrolytes vous permettront d'éviter les crampes. Sauf qu'à ce jour, la science pointe plutôt vers un déséquilibre neuromusculaire amplifié principalement par la fatigue. Alors, ralentissez tout simplement. Ça revient à la publication dont j'avais parlé il y a quelques semaines, où est-ce qu'on parle des crampes. Est-ce qu'il faut manger des bananes? Est-ce que c'est quoi qu'il faut faire pour éviter les crampes? Ralentissez. Si vous avez des crampes, ralentissez. C'est probablement que vous poussez trop la machine. Un autre mythe. Je dois acheter les chaussures les plus coussinées qui soient. C'est un mythe. Ça varie vraiment selon votre corps. Puis l'idéal, c'est probablement d'aller un peu moins vers le moins coussiné, mais graduellement. Mais il ne faut pas virer fou. Chaque pied est différent, comme ça le dit. Chaque coureur est différent. Allez vraiment avec comment vous vous sentez, comme ils disent. Faites confiance à vos sensations plutôt qu'au discours des grandes marques, au discours marketing. Allez-y les essayer. Puis si vous aimez ça, prenez-le. Si vous n'aimez pas ça, prenez-le pas. Même s'il vous dit « Ah non, ça va changer ta vie ». Je dois courir le matin, le midi, le soir. Comme de fait, chacun a son rythme. Allez-y quand vous voulez. Des fois, je cours le matin, des fois, je cours le soir. Ça varie selon ce qui matche mon horaire. J'essaie de ne pas me compliquer la vie. Je cours au moment qui est le plus opportun pour moi et faites de même. Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ce soit mieux de courir un tel moment ou un autre. Seule chose qu'on sait, c'est que si tu vas faire, mettons, un marathon qui est le matin, c'est bien quand même d'habituer ton corps à faire des entraînements le matin quelquefois pour que ton corps soit habitué de pousser le matin. Versus si tu t'entraînes tout le temps le soir, là, il va être un petit peu moins habitué. Et vice-versa, si tu as une course le soir, d'habituer un peu à t'entraîner le soir. Je dois m'étirer après la course. Non, aucune étude qui prouve ça, que ça va réduire les blessures. Ça va augmenter ta flexibilité, ça c'est sûr, si tu t'étires après. Mais ça ne va pas réduire tes risques de blessures pour la course. Donc, priorisez autre chose. Priorisez le renforcement musculaire over les étirements. Et finalement, je dois faire des intervalles, des longues sorties. Je vais lire qu'est-ce qu'ils ont écrit. Les entraînements par intervalles ou les sorties longues peuvent être particulièrement efficaces pour progresser vers la blessure. Si vous n'écoutez pas votre corps, le stress mécanique induit par les sprints, tout comme la dégradation du patron moteur, la forme de foulée causée par la fatigue, excédera vos capacités. En résumé, méfiez-vous des changements trop rapides. Oui, mais je pense que c'est nécessaire de faire des intervalles et des longues sorties quand même si on veut aller chercher une certaine performance, une certaine vitesse. Mais là, il faut vraiment, comme ils disent, aller à son rythme. Si ton corps n'est pas fait pour en faire 3 par semaine, fais-en 2. Si tu peux même pas en faire 2 parce que tu as des grosses semaines, fais-en 1 entraînement par semaine. Mais il faut écouter son corps.
Parce qu'en effet, si on pousse trop, si on se dit trop, ah, il faut vraiment que je respecte le plan, même si je me sens pas bien, en effet, on court tout droit vers la blessure. Donc, beau petit post. Allez suivre la clinique du coureur sur Facebook si vous voulez voir d'autres petits posts de même. C'est toujours le fun. J'aime ça, une petite affaire bien concise ça ne demande pas tant de temps de lecture, puis ça dit, ça aide à se rapprocher de la vérité dans l'entraînement de course. Donc, merci à la clinique du coureur pour ce beau petit article. Maintenant, on avait Caster Semenya. J'avais couvert un petit peu son cas. Caster Semenya, dans le fond, elle est née androgyne, je crois que c'est le terme. Donc, elle avait l'appareil reproducteur féminin et masculin quand elle est née. Elle s'est fait enlever le masculin pour rester féminine, mais je crois qu'elle a quand même une plus grande. En fait, je sais qu'elle a une plus grande quantité de testostérone que les autres athlètes féminines. Et donc, elle s'était fait refuser de participer avec les femmes. Elle clenchait complètement les femmes dans les compétitions, c'était même pas proche. Et là, finalement, l'IAF à l'époque, qui est maintenant la World Athletics, avait décidé de l'empêcher de compétitionner à moins qu'elle accepte de prendre des hormones qui allaient réduire son niveau de testostérone pour être plus proche de celui des autres femmes. Eh bien, elle a perdu, elle avait fait un appel de la décision à la Cour fédérale suprême suisse. Mais finalement, elle a perdu son appel. Donc, elle ne pourra pas défendre son titre olympique aux 800 mètres à Tokyo, si ça a bien lieu. Donc, elle a perdu son appel. Personnellement, évidemment, c'est très touché comme sujet, mais personnellement, je dirais que un moment donné, si on veut que le sport féminin puisse continuer, il faut qu'il y ait quand même des règles. Puis qu'il y ait une règle de testostérone. Personnellement, je suis quand même d'accord. Euh, mais bon, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais je pense que pour la protection du sport féminin, on a besoin de quand même de balises assez claires pour pas qu'on ait, par exemple, de personnes, mettons, hommes qui changent à femme, donc transgenre qui vire, disons, à femme, mais qui garde son niveau de testostérone et qui, après, puisse clencher toutes les femmes. Évidemment, ça serait... Je pense pas qu'il y a vraiment qu'il y aurait de cas comme ça, de personnes qui feraient ça juste pour ça. Je pense que c'est toujours souvent une idée comme très un peu conservateur de droite que les gens disent quelqu'un pourrait faire ça, donc c'est sûr que quelqu'un va le faire, mais les gens ont quand même des buts dans la vie, puis je sais pas si... je pense pas qu'il y a beaucoup de monde que leur but dans la vie, c'est d'être la personne qui a fait ça. Il y avait aussi des débats avec des athlètes UFC transgenres qui étaient passés de homme à femme, puis qui clenchaient d'autres adversaires. Bon, c'est des débats. Moi, personnellement, je suis quand même un petit peu d'accord avec cette décision. Mais bon, si vous êtes en désaccord, laissez-moi savoir sur la page Facebook. Maintenant, je vais répondre à des messages d'auditeurs sur ma dernière publication. David Blouin qui m'écrit: pourquoi le demi au Petit Train du Nord et non le plein marathon? Donc pourquoi moi je vais faire le demi? Je planifiais faire le demi et non le plein. Est-ce une question de niveau de compétition, de chance de gagner ou de laisser de la place à l'objectif de tes collègues Mélanie au marathon? Aussi, je viens de réaliser que j'ai passé sur d'autres annulations de course, donc je vais y revenir tout de suite après. Je ne pose pas la question comme une critique, mais plutôt par surprise, car je crois, comme la plupart de tes auditeurs, je pense que ta distance de prédilection, ou du moins celle qui te passionne le plus, c'est le marathon. Oui, tout à fait. Tu as bien fait de revenir sur l'incident de racisme. J'avais lu l'article de Lequin et ça m'avait semblé plate, oui, mais pas aussi grave que lorsque tu le racontes, avec raison. Oui, comme de fait, dans l'article de Daniel Lequin, ça n'avait pas l'air si pire, donc ce qui était une affaire qui m'avait un peu gossé. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ce genre de madame est de nature à se plaindre des autorités en embellissant sa propre version des faits, bien sûr. Oui, tout à fait. Comme de fait, dans la vidéo que j'ai enregistrée, que je vous ai fait écouter un peu, elle dit Why are you harassing me? Pourquoi est-ce que tu me harcèles alors que c'était clairement elle qui était venue
harceler mon athlète et moi par la suite. C'est dommage pour la fille de la dame, mais intervenir dans un cas de racisme est un devoir de mon citoyen, selon moi. Ben, merci. L'écart rouge, on n'y peut rien ou presque, mais pour le racisme, on peut faire quelque chose. Donc oui, l'écart rouge, on peut pas faire grand-chose, sinon c'est de la violence animalière. Mais pour le racisme, tu n'as même pas besoin d'être violent, tu peux juste leur parler, puis leur dire ta façon de penser. Et donc, oui, c'est ça. Dans le fond, pourquoi est-ce que je fais pas le marathon, même si c'est ma distance de prédilection, comme je l'ai confirmé? Euh, Parce que je suis aucunement en shape pour faire un marathon. J'ai eu un build-up complètement de merde. J'ai eu des blessures, j'ai eu le, le piriforme récemment. Là, je pense que je suis pas mal guéri de ça. Avant ça, c'était le IT band, la bande iliotibiale. Ça a été une série d'affaires qui m'empêchaient de m'entraîner comme du monde. J'ai eu aucune constance. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que ça prend de la constance pour un bon build-up de marathon. À Rotterdam, je me suis fait complètement punir pour ça. J'avais pas eu un bon build-up à cause de l'hiver. J'étais tombé, j'avais eu des blessures aussi. Et ça a été un de mes pires marathons à vie. Mon pire marathon à vie, en fait. Euh, donc, je n'ai pas envie de revivre ça. De toute façon, il y a pas, je sais que je suis même pas proche de faire le record avec ma shape actuelle ou de faire même un sub 220 ou même un sub 222 ou 221. Je suis même pas proche de faire un PB dans ma shape. Donc, j'ai aucun intérêt. Je sais que le marathon, à quel point c'est souffrant. Quand je fais un marathon, je le fais à 100%, sauf quand j'ai fait Montréal l'année passée parce que là, je me préparais, je voulais faire Toronto à 100%. Mais si je suis pour faire un marathon, ben, je vais le faire à 100%. Puis j'ai aucune intention d'aller à 100%, surtout qu'il n'y a aucun incentive, aucun attrait au niveau, soit au niveau du temps, j'ai aucun temps vraiment que je peux battre réalistiquement parlant, puis aucun attrait monétaire non plus. Donc c'est ça, pas de marathon. C'est pour ça que j'ai opté pour le demi, où s'il y a une belle gang de gars qui étaient censés le faire avant que ça soit annoncé que c'était annulé, comme Patrice Amonté, Guillaume Dupire, que je devrais recevoir, on se croise les doigts si tout va bien dans les prochaines semaines. Donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement d'opter pour le demi. Puis finalement, on va voir. Finalement, je pourrais pas faire le demi parce qu'il n'y en a pas. Donc en fait, on va revenir à ça. J'étais passé, je sais pas pourquoi, j'ai comme oublié d'en parler un petit peu. Donc on avait eu la chasse au record de 5 km qui avait eu lieu à Laval. On a eu Alvaro qui a dû annuler sa course des ponts. C'est pas son choix. Je sais qu'il y a eu juste des pressions énormes de personnes. Je sais pas exactement si c'est quelqu'un qui a comme porté plainte à la santé ou quoi. Mais j'ai pas eu les détails, mais je sais que c'est pas vraiment lui qui voulait ça. Clairement pas. Lui, il voulait vraiment que ça ait lieu. Puis il perd beaucoup de cash avec ça. Ou du moins, en tout cas, il va juste peut-être break-even. Je sais que il offre un remboursement partiel les personnes qui étaient censées le courir, ou simplement de donner leur inscription pour pas qu'ils soient trop endettés, parce il avait déjà payé tous les repas. C'était tout déjà fait. Ça s'est annulé quelques jours avant. Fait qu'il y avait toutes les médailles, tous les repas. Puis malheureusement, il a dû annuler ça. Vraiment triste. Je sais que c'était dur pour lui. Là. Je pense dans son courriel qu'il a envoyé à tout le monde, il dit ouais, je pense que ça n'aura pas lieu l'année prochaine parce que c'est juste. C'est tellement rough. Tu passes tellement de temps, tellement de préparation pour préparer de quoi, puis finalement ça se fait canceller. Très rough. On lui envoie des pensées positives à Alvaro. Puis ouais, ça doit être extrêmement frustrant, tout ça. On a eu le demi-marathon de la Chine qui a été cancellé. Ça, j'étais à peu près sûr que ça serait cancellé. De un, trop de monde. De deux, à Montréal. Puis de trois, je sais pas, mais je pense que l'organisation, ils ont pas trop. Ils ont pas trop envie de prendre de chance. Je connais, par exemple, l'organisation du marathon du Petit-Saint-Honoré, moi je savais qu'ils voulaient à 100% le faire. Tandis que Demi de la Chine, je ne connais pas trop, mais ça me semble un peu plus une organisation classique que si
s'il y a des risques, puis en même temps, c'est compréhensible. Ils veulent pas que la même affaire qui est arrivée à Alvaro leur arrive, qu'ils essaient de le faire, puis là, finalement, ils soient forcés de canceller, puis d'avoir plein de pertes monétaires. Puis d'avoir tout gaspillé plein de temps. Je comprends, en fait, je les blâme pas, mais c'est ça, j'étais à peu près sûr celui-là que ça serait cancellé. Marathon Petit Train du Nord, ça c'était ma surprise un peu. J'avais dit à tout le monde, j'avais pas dit inquiétez-vous pas, mais j'avais dit selon moi ça va avoir lieu. Je me souviens, le jour avant que ça soit cancellé, Carl Hébert m'avait shooté un message. Il avait dit moi je pense que ça va être cancellé. Lui qui me disait avant que Toronto serait pas cancellé, puis moi je disais non, ça va être cancellé. Mais finalement, je pense que là, quand Toronto a été cancellé, puis tout se faisait canceller, je pense qu'il a réalisé, ouais, je pense même ça va se faire canceller. Puis là, c'était rendu lui qui me disait que ça allait être cancellé, puis moi qui voulais pas y croire. Puis j'ai dit, regarde, moi je pense que c'est 50-50. Puis le lendemain, ça a été cancellé. Donc finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Petit train du Nord annulé, mais je pense qu'il est déçu lui aussi. Il y avait plein de ces athlètes qui devaient faire le petit train du Nord. Je connais tellement de monde qui avait mis tous leurs espoirs là-dedans. Grosse déception. Encore une fois, aucunement la faute des organisateurs. Les organisateurs voulaient que ça ait lieu à tout prix. Et dans le fond, de ce qui a été dit dans le courriel, un des problèmes, c'est que la santé publique considère le parcours de 42 km comme un lieu. Donc, il ne peut jamais avoir plus de 250 participants sur le parcours de 42 km, ce qui est un total non-sens dans ma tête. T'as des villes, t'as des arrondissements. L'arrondissement de la Chine, c'est moins de 42 km, puis il y a plus que 250 personnes à la Chine. Je trouve ça vraiment un cave. T'aurais pu dire peut-être aux 10 km, faut pas qu'il y ait plus que 250 personnes, peut-être aux 15, mais là, aux 42 km, vraiment ridicule. Moi, je pense que ça aurait pu avoir lieu, mais vu qu'il n'était pas capable de garantir qu'il n'y aurait jamais plus de 250 personnes en même temps sur le parcours, parce que c'est impossible de garantir ça. Tu auras du monde qui va le faire plus vite que prévu, plus lent que prévu. Tu veux pas que le monde court toute la journée, tu veux pas que le monde court à midi. Donc, vu qu'ils ne pouvaient pas garantir ça, ils ont dû annuler. Grosse déception. Puis là, je sais qu'il y a bien des gens là, qui se cherchent un plan B. Donc, plusieurs qui ont regardé qui vont peut-être se tourner vers Oncourt Montréal. Si vous n'êtes pas aussi, n'oubliez pas, il y a un rabais avec Oncourt Montréal. Le monde de la course, le nom du rabais, c'est. C'est JARY15, JARRY15. Donc, utilisez le code promo pour avoir 15% de rabais si jamais vous le faites. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se tourner vers celle-là, vers le Oncourt Montréal qui ont un marathon. Ça va être dur à organiser, surtout que là, je pense qu'ils vont avoir bien des gens qui se tournent vers eux. Ça va être quelque chose. Est-ce que ça va avoir lieu? Euh, Moi, je pense que c'est 70% de chances que ça ait lieu parce que les deux derniers ont eu lieu. Puis ils ont montré qu'ils étaient capables d'organiser ça puis de ne pas avoir plus de 250 personnes en même temps, je suppose. Euh, donc, je pense que ça va avoir lieu, même si je dirais 75-80% de chances que ça a bien lieu. Je pense là-dedans, il y a quand même peut-être une chance qui. Je sais pas, parce que le marathon, ça va être 8 tours du bassin. Euh, de pouvoir avoir ça, puis en même temps d'avoir d'autres courses, puis de s'assurer de ne pas avoir 250 personnes, ça va être tout un casse-tête. Mais bon, s'ils sont capables de le faire, tant mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se tourner vers ça. Euh, Ça se peut aussi qu'il y a du monde qui disent ben je vais juste aller faire le parcours du petit train du Nord la journée que j'étais censé le faire, puis tout bad, mais faites attention parce que ça se peut que je ne sais pas si ça va être le cas, mais ça se peut qu'il y ait de la police qui soit là pour surveiller au cas, parce qu'ils s'attendent peut-être à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça. Et donc, si vous voulez pas avoir votre marathon potentiellement interrompu par la police, je recommande de pas essayer ça. Peut-être allez-y un autre jour que le jour que c'est censé avoir lieu, si vous voulez vraiment vous tenir à le faire sur le petit train du Nord pour avoir le dénivelé et l'expérience que vous étiez censé avoir. Euh, mais ouais, donc je recommande pas trop ça, parce qu'il risque d'avoir quand même beaucoup de monde qui vont faire ça. Ou peut-être que non, peut-être qu'ils écouteront mon podcast puis ils vont se désister. Mais en même temps, c'est pas pour dire que c'est des imbéciles, c'est pour dire je comprends la frustration. Peut-être moi aussi je serais porté à faire ça, mais de ce qu'on m'a dit, c'est
très possible il y ait de la police pour surveiller qu'il n'y ait pas trop de monde là-bas qui font ça. Donc, ben, ça risque de se tourner vers le Concours Montréal. Il y avait des discussions. Il y a un article du Journal de Montréal qui est sorti, je pense, le jour après que ça a été annoncé que c'était annulé, que peut-être qu'il ferait une course d'élite pour femmes. Parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de hype autour de Mélanie qui était censée faire le marathon, essayer de battre le record. Mais finalement, c'est encore en discussion, mais je suis pas mal sûr que ça n'aura pas lieu. En partie pour la première raison que ça se peut qu'il y ait d'autres mondes dans le chemin qui veulent faire le marathon, puis qu'il y ait de la police. Puis aussi, à un moment donné, c'est d'organiser un 42 km pour peut-être 8 personnes qui le courraient. Ce serait seulement pour les femmes, puis ces pacers, les pacers à elle. Donc peut-être qu'il y avait aussi Como, Anne-Marie Como qui voulait le faire. Je pense pas que ça aura lieu. De ce que j'ai entendu, non. Ce qui risque d'arriver, il y avait un petit marathon pour élite organisé à Waterloo. Que ça, j'avais déjà prévu, j'avais peut-être prévu le faire. Puis là, quand j'ai vu que je ferais pas de marathon, finalement, bon, j'ai dû canceller. Fait que peut-être, Mélanie, je suis à peu près sûr qu'elle va faire un marathon pour ceux qui la suivent, pour ceux qui espèrent l'avoir essayé de battre un record. Elle va faire un marathon, je suis à peu près sûr. C'est une question de où. Je ne crois pas à Oncourt Montréal parce ça va être peut-être un peu dur d'assurer d'un qu'elle puisse avoir ses gels à tous les moments puis de pas avoir passé trop de monde. Donc moi je suis pas mal sûr qu'elle risque d'aller à Waterloo pour faire ça avec le petit marathon d'élite qui est organisé là-bas. Il y a quand même du monde rapide qui vont être là. Puis elle pourra avoir ses pacers avec elle. Puis elle pourra avoir c'est une petite loupe, c'est une loupe de je pense 1.6 kg ou 1.7 qui va faire 24.5 tours. Donc ça va être rough, mais au moins de même elle va être assurée d'avoir ses gels puis son hydratation quand elle veut, qui est quelque chose que pour elle est important. Donc elle va s'essayer, ça je suis à peu près sûr, mais probablement pas au Québec. Et finalement, je vais revenir sur une question, un petit commentaire de Stacey Lee qui me demandait j'aimerais avoir votre avis sur la chaussure CloudX de la compagnie Own qui est à 170 dollars. Attendez, je vous reviens dans 2 secondes. Et de retour, désolé pour ce petit désagrément, il faut vraiment que j'aille courir. J'ai un ami qui est venu me rejoindre. Mais bref, j'ai déjà porté des chaussures de Cloud. Je pense que c'était le Cloud Racer dans le temps. C'était peut-être en 2014, 2013, 2015 peut-être, avant que je sois commandité par Skechers. Dans ce temps-là, j'achetais de plein de compagnies différentes. Bah, à l'époque, j'avais trouvé ça correct. J'avais utilisé pour quelques workouts d'intervalle sur piste, je dirais pas que je l'ai beaucoup porté. Peut-être aussi parce que c'est un soulier racer, donc qui n'est pas fait pour l'entraînement puis pour mettre bien du millage. Mon expérience est quand même limitée. J'ai regardé un peu le soulier, le Cloud X. Ça me semble être correct, surtout 170, bah, c'est un prix raisonnable pour un soulier. Beaucoup de souliers sont autour de ça. Un peu cher peut-être, il y a plusieurs souliers qu'on peut trouver à 120, 130. Une chose que j'ai entendue qui peut gosser, c'est toutes les roches qui viennent se prendre dans le soulier. Puis je sais pas pour le poids, j'ai l'impression que le design, j'y crois pas trop. Les espèces de petits pods en dessous du soulier, je suis pas mal sceptique de à quel point est-ce que ça aide. Mais bon, ils ont bien des athlètes, ils ont quand même beaucoup d'athlètes élites, puis ils ont bien des fans, fait que j'ai rien contre, mais je peux pas, à la base, je suis un athlète Skechers, donc je peux pas trop, je pourrais le vanter, en fait, je vante le Alpha Fly, puis les Vaporfly en disant que c'est vraiment un top shoe, je l'ai jamais essayé moi-même, mais de ce que je vois des performances des autres, c'est pas les clouds de ON, c'est pas les souliers les plus
utilisé, mais je sais qu'il gagne en popularité. Fait que je peux pas trop dire, mais ils ont l'air corrects. C'est un peu ça que je peux dire. Mais personnellement, j'ai très peu d'expérience. Mon expérience est quand même limitée. J'avais le Cloud Racer, je crois, que personnellement, j'avais pas trop aimé. À l'époque, c'était comme. Je pouvais pas courir dans les trails avec ça parce que je voulais pas qu'il y ait de pebbles qui viennent dedans, des petites roches. Puis c'est ça. Fait que je l'ai très peu utilisé. Mais si vous faites, si le CloudX vous fait, tant mieux. Si allez avec la marque qui vous plaît, allez avec le modèle qui vous plaît. Je vais pas trop vous dire lequel ou lequel pas porter. S'il y a des souliers que je porte que j'aime pas, je vais le dire. Mais personnellement, si j'ai pas porté, je vais pas trop donner mon opinion à moins d'avoir entendu d'autres mondes qui disaient qu'ils aimaient vraiment pas ça. Mais c'est ça. Pour des trails, je le recommanderais pas trop pour pas que des petites roches aillent se coincer là-dedans. Donc sur ça, ben, moi il faut que j'aille courir. J'ai mon ami qui est là. Je vous souhaite que vos courses aient lieu, celles que vous êtes censé faire en backup. Sinon, organisez-vous de quoi entre amis, entre une petite gang, une petite course, on se donne un point de départ, puis on va faire ça. Parce que c'est ça. En ce moment, c'est pas mal triste avec toutes les cancellations. Sur ce, bonne journée, bonne course.